Le débat de France 24 au cœur de l'info, un débat consacré à la situation en Syrie. Les Druzes ont récupéré la gestion de la sécurité à Soheida, la ville où les violences ont fait plus de 500 morts depuis dimanche. On a appris il y a quelques minutes que les combattants bédouins avaient lancé une nouvelle offensive contre la communauté druze pour récupérer leurs camarades faits prisonniers depuis dimanche. Alors pourquoi Damas a reculé? C'était sous la pression d'Israël. Quel est le rôle de la communauté druze dans la politique de Benyamin Netanyahou dans la région? Nous allons y revenir en détail avec nos invités. Bonjour Omar Al-Assad, vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes syrien, vous êtes druze et vous êtes même originaire de Soheida, cette ville où se sont cristallisées les tensions communautaires. Donc votre témoignage nous sera précieux. Bonjour Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie et Moyen-Orient de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. En ligne avec nous depuis Aix-en-Provence, dans le sud de la France, Thomas Piret, chargé de recherche à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Et en ligne également avec nous, mais cette fois depuis Marseille, Myriam Benrad, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez un livre qui paraîtra en octobre, La loi du talion, le Moyen-Orient dans l'engrenage de la violence. C'est aux éditions L'Artilleur. Aux éditions de L'Artilleur, pardon. Et justement, la loi du talion, on y reviendra parce que il faut bien comprendre que c'est une des composantes de la situation qui dévaste en ce moment la Syrie. Alors je le disais, Ahmed Al-Shara, le président syrien, a annoncé le transfert du maintien de la sécurité à Soheida aux forces druzes. Comment est-ce que vous interprétez cette décision? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part du chef de l'État syrien? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Avant, quand on était en train de préparer cette émission avec votre collègue, j'ai demandé de me présenter en tant que journaliste, écrivain indépendant. Et aussi, je dis que je suis franco-syrien parce que je suis exilé ici en France. Et ça fait presque 13 ans que je suis là. Mais j'ai demandé de me présenter en tant que syrien, pas druze. Je suis en fait lutté pour être égaux avec tous les Syriens et pour que tous les Syriens et les Syriennes ils deviennent égaux devant la loi. Et ça, c'est très important. C'est une façon pour vous de revendiquer l'unité syrienne. L'unité et en fait de revendiquer le droit de tous les Syriens et les Syriennes d'être égaux devant la loi et devant l'État. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie en fait de la lutte aujourd'hui, même après la chute du régime dictatorial de Bachar el-Assad. Ça, c'est très important et c'est très important pour moi personnellement, pour mon histoire personnelle et en fait pour quoi je lutte et pourquoi en fait je t'ai exilé. Ça, c'est très important. Alors, revenons donc à cette décision de Ahmed Al-Shara. Comment est-ce que vous interprétez le fait qu'il ait donné les clés de la ville de Soheida à la communauté druze? Il n'a pas donné les clés. Finalement, les troupes de l'État, on met l'État entre guillemets parce qu'on n'a pas d'État en Syrie pour l'instant, on n'a pas de vrai État. Finalement, la région elle est contrôlée par les forces locales depuis presque 2015-2016, depuis 10 ans. Jusqu'à l'instant, parce qu'en fait, le régime de Bachar el-Assad, il a reculé aux dernières années. Et après la chute du régime, les gens et les combattants locaux, ils ont peur avec le pouvoir de Ahmed al-Shara et ses alliés islamistes, extrémistes, qui sont contrôlés Damas depuis la fin de 2024. Donc à ce niveau-là, l'État syrienne, il n'a pas contrôlé cette région depuis presque 10 ans ou 8 ans pour l'instant. Donc même l'ancien régime, il n'a pas l'autorité sur cette région-là. Et ça, c'est très important, en fait, parce que dans cette région-là, les gens, ils ont refusé d'aller faire le service militaire pendant la guerre contre les autres Syriens. Et ça, c'est très important, en fait, de noter. Il y avait plus de 50 000 hommes qui ont refusé de faire le service militaire pour ne pas participer dans la guerre civile. Alors, Dorothée Schmidt, c'est une région qui échappe totalement au contrôle du pouvoir central, s'il faut l'appeler comme ça, le qualifier comme ça?
Moi, ce qui me semble important dans ce retrait annoncé, bon, d'abord, l'arrangement de sécurité, il était déjà en germe. Il y a eu déjà cet arrangement, si je ne me trompe pas, il a été déjà négocié au mois de mai. En principe, la sécurité devait être assurée par les Druzes à Soueïda. Donc là, on était dans un moment de bascule vers autre chose, parce que dans la construction de cet État syrien dont Omar vient de dire qu'il n'existe pas, c'est-à-dire en tout cas il est très faible, effectivement, institutionnellement il est très faible, sa colonne vertébrale c'est finalement les forces de sécurité. Myriam qui connaît extrêmement bien l'Irak, connaît cette problématique de reconstruction d'un État après une guerre civile à partir des forces de sécurité. Donc ça c'est une vraie problématique parce que finalement quand l'État syrien doit se construire de façon unitaire, et c'est pour ça que l'introduction d'Omar est tellement intéressante sur le fait qu'ils disent qu'ils ne souhaitent pas être représentés en tant que minorité, mais en tant que Syriens. Donc pour rétablir un État syrien unitaire, on a la force ou la négociation. Et là, la force, elle est intervenue dans l'idée de rétablissement de l'ordre parce qu'on avait cette éruption de violence intercommunautaire. On ne sait jamais très bien qu'est-ce qui est à l'origine de ces explosions de violence. Et là, l'armée syrienne centrale loyaliste, entre guillemets, la nouvelle, bon, c'est-à-dire... L'armée syrienne, entre c'est-à-dire, guillemets, voilà, les descendants de ces djihadistes qui se sont emparés de Damas. Ils essaient de rétablir l'ordre, mais ce système de sécurité, il est aussi pas du tout bien hiérarchisé, pas du tout bien tenu par Ahmed Shara lui-même. Donc, d'une certaine façon, je dirais que je pense que le gouvernement syrien a compris qu'il était aussi potentiellement en position de faiblesse et que pour calmer le jeu, effectivement, il valait mieux renvoyer les Druzes à leur responsabilité. Ce qui ne signifie pas, à terme, les exclure ni du territoire syrien, ni du système institutionnel syrien. C'est les renvoyer à la responsabilité de leur propre sécurité, ce qui réclamait depuis le début. Alors on va poser la question à Myriam Medrad. Est-ce que vous pensez que c'est une façon pour Ahmed al-Shara de se laver un peu les mains et de dire c'est vous qui allez gérer maintenant? Alors, je pense que la situation est complexe du côté d'Ahmed al-Shara parce que ce qu'on a quand même vu dans un certain nombre d'enregistrements, des vidéos ont circulé, on voit des combattants de son ancien groupe HTC, l'Organisation de libération du Levant, prendre part à ces violences intercommunautaires qu'on a présentées comme une confrontation entre bédouins locaux et un certain nombre de combattants, de représentants druzes. Mais on voit aussi très clairement ces dites forces gouvernementales qui sont partie prenante des exactions, des violences confessionnelles auxquelles on a assisté, qui ont culminé avec un certain nombre de destructions. Et puis on l'a vu, quand même plusieurs centaines de morts, ce qui les rapproche tout de même de ce qu'on avait déjà observé en mars dernier dans les régions côtières alaouites. Donc de ce point de vue, c'est très compliqué finalement dans ce contexte de totalement dissocier le pouvoir, le nouveau pouvoir en place, de la poursuite, de la continuation de ces violences, parce qu'il en a fait partie avant sa prise du pouvoir et vraisemblablement continue d'être un acteur de ces violences, parce que sans doute Ahmed al-Shara, au-delà de ses déclarations qui visent à apaiser la situation, qui visent à convaincre qu'il a finalement les clés en main, qu'il peut ramener la Syrie vers un État fonctionnel, vers une forme d'unité quelle qu'elle soit. Mais au-delà de ça, on voit tout de même qu'il y a la question du contrôle de ces hommes, parce que ce qu'on appelle les forces gouvernementales, on a de plus en plus l'impression finalement qu'il n'y a pas vraiment non plus de discipline, vraiment d'éthos qui unit ces hommes, ces forces qui étaient déjà un agrégat assez disparate au moment de la prise du pouvoir en décembre 2024. Donc en effet, l'enjeu, c'est aussi derrière quel État syrien, est-ce qu'on va parvenir à réunifier la Syrie? Une partie des Druzes demande l'autonomie, propose un projet fédéral. En tout cas, ce qui a ramené une forme d'accalmie, c'est la restitution, en effet, de la sécurité à des forces locales. Donc ça montre quand même qu'on est encore très loin de cet amalgame que voulait opérer al-Shara en contraignant d'une certaine manière un certain nombre de milices, de groupes armés à déposer des armes pour les ramener vers la nouvelle armée syrienne. Et on est vraiment très loin, c'est un euphémisme de la réconciliation nationale qu'il a aussi annoncé lors de sa prise du pouvoir. Thomas Piret, on peut dire que les événements de ces derniers jours sont une forme de désaveu, un camouflet pour Ahmed al-Shara?
pense que c'est une défaite humiliante. C'est vraiment une défaite en race campagne. Alors, sur le terrain, ses forces avaient gagné, c'est-à-dire qu'il avait envoyé, j'ai vu passer le chiffre de 12 000 hommes, ce qui est quand même assez énorme, y compris ses unités les plus aguerries, qui, je dirais, sur le terrain, au sol, n'ont fait qu'une bouchée des combattants druzes. Ce qui a évidemment retourné la situation, ce sont les bombardements israéliens qui l'ont contraint à une défaite qui est vraiment une humiliation. Parce qu'il doit revenir à... Pardon. Donc, en fait, il doit abandonner les plans qu'il avait, qui étaient en fait de confier la sécurité à des groupes russes que lui aurait choisis. C'était ça, en fait, son approche. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et les groupes russes que lui voulait soutenir sont en train de se faire éliminer par ce qu'on pourrait appeler les autonomistes ou les fédéralistes liés au chef Hekmet el-Hejri. Et il est contesté également et critiqué dans sa propre base aujourd'hui parce qu'on l'accuse d'avoir envoyé plusieurs centaines de ses hommes à la mort pour rien. Et avec en plus, depuis aujourd'hui, des représailles contre les populations bédouines. Enfin, il y a une grande émotion qui est en train de se saisir de la sphère publique syrienne, avec des appels à la haine confessionnelle qui sont franchement inquiétants. Et c'est lui qui va devoir gérer cette situation. Donc je pense que c'est vraiment un désastre en fait pour lui. Vous vouliez réagir? Oui, en fait, je veux dire, en fait, ce qui a changé la situation sur le terrain, à Soueïda, en fait, c'est la résistance. Finalement, il y avait des femmes avec des hommes qui sont résistés contre des groupes salafistes et djihadistes qui ont commis des crimes de guerre sur le terrain, qui ont tué les gens dans leur maison, l'enfant dans leur maison. Ça, c'est très important, en fait, de noter. Okay? En fait, ils ont entré dans la région par l'ouest, juste à Soueïda, qui est au centre de la région. Ils ont brûlé plusieurs villages. Ils ont obligé les gens de déplacer. On a plus de 7 ou 8 villages, ils sont vides maintenant. Et presque totalement brûlés. Ils ont tué les civils, surtout les Druzes et les chrétiens. Donc ça, c'est des crimes. Et quand ils sont arrivés à Soueïda, ils ont commis plusieurs massacres. Le massacre de famille Radouane. Et vous connaissez la région, donc vous connaissez les noms de familles aussi. Le massacre aujourd'hui des familles Mezher, dans leur maison, 9 personnes. Parmi eux, il y avait des femmes. Donc ça, c'est très important en fait. Pour vous, c'est l'État, je ne sais pas c'est quel État géré par les djihadistes qui va contrôler la région. Mais finalement, pour les gens sur les terrains, ça c'est d'autres Kobani aujourd'hui. Alors, Myriam Benrahad, tout à l'heure, faisait référence aux attaques contre la communauté alaouite. Est-ce que c'est des dossiers qui sont équivalents? Est-ce qu'il faut y voir une résurgence d'un problème qui est cyclique en Syrie? Bon. Évidemment, on peut voir les choses de deux perspectives. L'une, c'est qu'on est parti au départ sur la construction de l'État syrien. On a cette hypothèse que maintenant, Ahmed Eshara, qui est un ancien djihadiste, qui se transforme en homme d'État, qui veut construire une Syrie unitaire et qui proteste sans cesse de sa volonté de protéger les minorités parce qu'il est mis sous pression de l'extérieur, et notamment des Occidentaux, évidemment, des Américains, des Européens, qui lui ont mis ça en tête de sa checklist pour la construction de cet État. Là, on a l'impression que ça déraille totalement. C'est-à-dire qu'entre effectivement les exactions contre les Alaouites, qui d'une certaine façon étaient davantage compréhensibles en sortant de la guerre civile, parce que c'était des processus que les Alaouites, c'est de vengeance vis-à-vis de la communauté de Bachar el-Assad. L'attentat dans une église syrienne également récemment. Et aujourd'hui, les massacres avec une montée de violence qui effectivement maintenant s'apparente à des crimes de guerre, des massacres délibérés. On a l'impression que ce processus de protection des minorités, dont Ahmed Eshara nous disait qu'il s'en occupait, et pendant longtemps on a eu, par exemple, on s'est contenté aussi beaucoup d'avoir des déclarations de dignitaires religieux chrétiens qui nous disaient qu'ils s'étaient toujours entendus avec ces djihadistes, notamment à Idlib, quand Tahrir el-Sham est parti donc, du nord de la Syrie pour conquérir Damas et établir sa domination sur l'ensemble du pays. Donc pendant longtemps, on s'est dit peut-être que ça va fonctionner et on était en train de surveiller ça comme le lait sur le feu.
on peut craindre que ce soit en train de dérailler, effectivement, ça, à l'intérieur de la Syrie. Ce qui rend les choses, à mon sens, encore plus compliquées, c'est ce qu'on a évoqué, qui est l'implication des puissances extérieures. Et là, en l'occurrence, des Israéliens. Puisque, bien entendu, ce qui a fait plier Ahmed Shara, c'est la perspective d'avoir des opérations israéliennes encore plus fortes sur le territoire syrien et la problématique de la souveraineté syrienne. Alors, justement, à ce propos, il y a donc deux opinions qui s'affrontent, celle du président syrien qui estime qu'Israël veut semer le chaos, et puis il y a Benyamin Netanyahou qui justifie son intervention pour venir en aide à une communauté qui a toujours été, qui traditionnellement, a été un des alliés d'Israël. Je vous propose d'écouter Ahmed al-Shara et Benyamin Netanyahou. L'entité israélienne, qui a toujours visé notre stabilité et semé la discorde entre nous depuis la chute de l'ancien régime, cherche à nouveau à transformer notre terre pure en une arène de chaos sans fin. Nous étions confrontés à deux options, une guerre ouverte avec l'entité israélienne au détriment de notre peuple druze, de sa sécurité et la déstabilisation de la Syrie et de toute la région, ou bien permettre aux notables druzes de revenir à la raison et de privilégier l'intérêt national à ceux qui cherchent à discréditer les honorables druzes qui font partie intégrante de la structure de cette nation. Nous vous assurons que la protection de votre liberté et de vos droits est notre priorité absolue. Nous avons défini une politique claire, la démilitarisation de la zone au sud de Damas, du plateau du Golan aux montagnes druzes. Ceci constitue une première étape. La deuxième étape consiste à protéger les frères de nos frères, les druzes, dans la montagne druze. Ces deux objectifs ont été violés par le régime syrien. Il a envoyé l'armée au sud de Damas, dans la zone qui aurait dû être démilitarisée, et a commencé à massacrer les druzes. L'armée de l'air a attaqué les bandes de meurtriers et les véhicules armés. J'ai également ajouté une cible sur le ministère de la Défense à Damas. Après cette offensive musclée, un cessez-le-feu a été instauré et les forces syriennes se sont repliées sur Damas. C'est important. C'est un cessez-le-feu obtenu par la force. Un cessez-le-feu obtenu par la force, Myriam Benrahad. Est-ce que vous pensez que la situation peut, encore une fois, dégénérer? On a vu, les combattants bédouins sont repartis à l'offensive contre les Druzes. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle intervention d'Israël dans ce dossier? Alors déjà, ce qui est quand même très intéressant dans ce que vous avez montré dans cette intervention d'Ahmed al-Shara, ce sont les termes employés. Il nous parle d'entité israélienne et non pas d'État Israël, au moment où, encore il y a quelques semaines, on nous annonçait une sorte de grand deal pour parvenir à une paix entre Israël et cette Syrie post-bassiste. On en est quand même très loin, les derniers événements viennent de le montrer. Bon, Israël est dans une logique, de toute façon, depuis le 7 octobre 2023, on l'a vu sur tous les fronts, dans une logique de remodelage du Moyen-Orient où la force l'emporte sur la discussion, sur le dialogue. Et dans le cas spécifique qui nous occupe ce soir, en effet, il y a eu des pressions du côté des communautés druzes israéliennes pour une intervention beaucoup plus nette contre le régime d'Al-Shara, qui inquiète cette communauté du côté israélien depuis de longs mois. Cette communauté du côté israélien, elle a aussi maintenu en réalité des liens avec les clans, les familles de l'autre côté de la frontière. Pendant longtemps, j'aimerais aussi ajouter que la situation autour du Golan était une situation de statu quo dont les Israéliens se satisfaisaient relativement bien. Et en effet, le changement de régime en Syrie en décembre dernier est venu bouleverser beaucoup des équilibres qui étaient certes précaires, mais qui était en place depuis des décennies, avec un regain de violence communautaire. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Là, ce qui aujourd'hui a provoqué le recul des forces gouvernementales face aux Druzes et ce qui finalement aujourd'hui rythme un peu l'équation syrienne, c'est bien entendu l'intervention israélienne. Et puis on n'en a pas parlé, mais il faudrait quand même aussi évoquer le rôle de la Turquie qui a déjà réagi et qui a joué un rôle notamment dans la médiation
pour parvenir à un cessez-le-feu. Alors justement, Israël utilise les Druzes comme prétexte en Syrie. C'est ce que affirme Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Thomas Ptahireh, comment est-ce que vous interprétez cette déclaration du chef de l'État turc ? Je pense que Erdogan n'est évidemment pas content de ce qui se passe, mais je pense qu'il est peut-être aussi remonté contre Israël que peut-être contre le gouvernement syrien qui a fait en fait une erreur monumentale en lançant cette offensive contre Soueïda et qui a donc en fait mécaniquement donné à Israël l'occasion de renforcer son emprise sur le sud de la Syrie, sachant que la Turquie se présente et agit depuis le mois de décembre comme le principal allié du nouveau gouvernement en Syrie, comme son protecteur, comme le pays qui va l'aider à reconstruire son armée, la Turquie qui a déjà des bases militaires dans le nord de la Syrie, qui a le projet d'en créer de nouvelles dans le centre de la Syrie. Et on sait que c'est un projet qui entre en conflit avec la vision stratégique des Israéliens qui craignent beaucoup en fait, cette expansion de l'influence militaire turque vers le sud de la Turquie, qui ont déjà bombardé une base dans le désert syrien, une base dans laquelle la Turquie projetait précisément d'installer ses hommes. Donc je pense que ce sont tous ces... Ce qui se dessine quand même, c'est une lutte de deux sphères d'influence, une sphère d'influence israélienne dans le sud de la Syrie, une sphère d'influence turque dans le reste du pays, qui je pense va être un point de friction pour de nombreuses années, voire décennies à venir. Dorothée Schmitt, quand vous entendez Recep Tayyip Erdogan sortir de son silence et réagir de cette façon sur la Syrie, dénoncer Israël, est-ce que ça vous fait craindre une extension de ce conflit à l'ensemble de la région ? Non, alors en fait, ce que vous n'avez pas souligné, c'est que comme Myriam Benrad y a fait allusion, les Turcs ont fait un très gros travail de médiation pour qu'arrive ce fameux cessez-le-feu obtenu par la force par Benyamin Netanyahou, qui lui se vante donc effectivement d'être le vainqueur en réalité pratiquement de cette opération. Les Turcs ont beaucoup communiqué sur le fait qu'ils avaient passé leur temps à discuter avec les Américains, les Syriens eux-mêmes, tous les pays arabes. On a eu une condamnation extrêmement forte de tous les pays du Conseil de coopération du Golfe, y compris des Émirats, qui est quand même en théorie un pays qui est censé être plus proche d'Israël à travers les accords d'Abraham. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de protagonistes qui sont penchés sur le berceau de cette Syrie en réalité et qui s'intéressent à la stabilisation de la Syrie. Et la Turquie, c'est le pays qui à la fois est le plus présent parce qu'effectivement, il a parrainé ce nouveau régime, parce qu'il a beaucoup d'intérêts économiques pour la reconstruction, parce qu'il a des intérêts stratégiques, parce qu'effectivement, il veut étendre cette zone d'influence dont mes collègues ont parlé. Mais c'est aussi un pays qui a une vraie capacité diplomatique. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en fait, Tayyip Erdogan, il veut à tout prix éviter la confrontation avec Israël. C'est surtout ça. C'est que son problème aujourd'hui, c'est qu'il voit très bien qu'en Syrie, les Israéliens sont en train de mettre en place des lignes rouges par la force. Et Netanyahou l'a encore répété très clairement. Et ça signifie aussi intimider éventuellement militairement les Turcs, soit directement, soit indirectement. En début d'année, on a un rapport officiel d'une commission stratégique israélienne qui a dit que la Turquie était la prochaine menace pour Israël et qu'il fallait augmenter les capacités militaires israéliennes pour se préparer à une confrontation avec la Turquie. Donc les Turcs, là, ne sont pas uniquement dans une paranoïa, ils sont quand même contraints de se repositionner face à un discours israélien qui devient aussi assez agressif vis-à-vis d'eux. Et je vous rappelle que les frappes en Iran, ce sont des frappes de défense préventive. Je voudrais revenir à la situation en Syrie elle-même. Le chef spirituel druze, Mouafak Tarif, parle des combats de Soueïda comme d'une bataille existentielle pour la communauté druze. Existentielle en quoi ? Pour toutes les minorités, toutes les batailles sont existentielles. On parle d'un contexte de violence minoritaire, confessionnelle au Proche-Orient. On parle par exemple de massacres contre les Yézidis en 2014 et on a vu ce qui se passe. On parle
de l'attaque contre les Alaouites en mars dernier. Donc dans ce contexte-là, le Proche-Orient, dans son histoire contemporaine, depuis 1915, depuis le génocide contre les Arméniens, on traverse l'histoire de cette région, on voit en fait les massacres contre les chrétiens assyriaques en Irak dans les années 30, et on voit en fait les événements et les massacres contre les juifs ou tel pays dans les années 40. Donc dans ce contexte-là, pour les minorités, tous les combats sont existentiels. Et par contre, on parle en fait de groupes de djihadistes qui sont en train d'attaquer pour eux, c'est les mécroyants. Donc ça, c'est très important. Il y a un côté idéologique qu'il faut le prendre en compte quand on pense de ce combat-là. Et hier, en fait, ils sont rentrés à Soueïda avec un camion, avec de grands haut-parleurs qui diffusent des sourates de Coran pour l'appel au djihad contre les mécroyants. Donc ça, en fait, est-ce qu'on a vu déjà un État, entre guillemets, qui fait ça avec son peuple? C'est ça la souveraineté? Non, je me demande en fait. On est tous là et en fait les collègues sont des spécialistes de Proche-Orient. Parmi eux, il y a des gens que je le connais personnellement. Donc je peux demander en fait, avez-vous déjà vu un État qui envoie ça? On va demander et on a vu ça en fait dans les quartiers chrétiens à Damas. On va demander à Myriam Benrad de vous répondre. Donc ça, est-ce que vous avez déjà assisté à ça? Écoutez, ça pose la question de la nature de l'État syrien, mais je crois qu'on a été nombreux à dire dès décembre 2024 qu'il ne s'agissait pas, enfin c'était ma position, mécaniquement d'une transition vers la démocratie, compte tenu de qui s'emparait de ce qu'il restait d'État, parce qu'il y a la question de la faiblesse de l'État après des années de guerre civile et de destruction des institutions, et puis la question de la nature de l'État. Et de ce point de vue, on n'a pas eu de consultation de la population syrienne, on n'a pas même aujourd'hui de calendrier politique clair alors que Al-Shara s'y était engagé, on n'a pas de constitution qui a fait l'objet vraiment d'une consultation populaire qui définisse la nature de cet État, ses prérogatives, comme je le disais précédemment, la nature aussi au niveau de l'organisation administrative et de la répartition des prérogatives du pouvoir. Est-ce qu'on va vers un État unitaire, fédéral? La place de l'islam, je crois que c'est à cela que M. Al-Assad fait référence. Aujourd'hui, l'islam a été, de manière assez unilatérale, posé comme source principale du droit par Al-Shara, avec, on le sait derrière, on n'est pas non plus complètement naïf, une interprétation relativement rigoriste, voire fondamentaliste, au sein de la marge la plus à droite autour de lui. Donc, je pense que personne n'est naïf quant à la réforme de ces anciens djihadistes qui ont pris le pouvoir. Je pose une question tout de même, moi, en réponse à ce qui vient d'être dit. Quel est le rôle de la communauté internationale? Parce qu'au moment de ces événements, on voit l'annonce de la levée des sanctions, on voit des promesses finalement assez ambitieuses faites à la Syrie, cette Syrie aux mains de ce pouvoir qui n'assure pas la protection des minorités lorsqu'il ne les cible pas, comme je l'ai dit aussi, de manière directe. Mais dans le même temps, on voit une communauté internationale qui semble, de manière déterminée, se rallier à l'option qui est en place depuis décembre 2024. Donc la communauté internationale aussi a sa part de responsabilité, à mon sens. Alors, on va demander son avis à Thomas Pierret sur cette question. Vous pensez que la communauté internationale en fait assez dans le dossier syrien ? C'est une question extrêmement délicate parce qu'on peut dire qu'il faut ostraciser. Alors, on pouvait dire dès le départ qu'il fallait ostraciser le régime syrien, ne pas leur parler, etc. Je pense que ça peut aussi avoir toutes sortes d'effets négatifs parce que Ahmad al-Shara est ce qu'il est, mais il y a quand même autour de lui des gens et dans sa base et dans les réseaux qu'il soutiennent, des gens qui trouvent qu'il est trop modéré, qu'il est trop pragmatique. Est-ce qu'on veut forcément créer une situation où ces gens, eux, seraient amenés à prendre le pouvoir? C'est un équilibre qui est très délicat. Alors, je pense, moi, l'impression que j'ai eue, c'était que
au moment des massacres d'Alaouites sur la côte. Si on prend par exemple le cas de la diplomatie française, qui avait eu une approche qui me paraissait assez équilibrée, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des messages de fermeté qui avaient été envoyés, alors de manière relativement discrète, mais je pense qu'ils ont été envoyés réellement, en disant que, voilà, que si ce genre de choses se reproduisait, ça serait suivi de conséquences. Alors, ça s'est reproduit dans une certaine mesure, alors à une moindre échelle que sur la côte, mais néanmoins. Effectivement, peut-être que là, il va falloir faire preuve de davantage de fermeté. Alors, Omar al-Assad, vous, effectivement, revendiquez le fait d'être syrien et pas druze, mais reste quand même une certaine forme d'histoire qui est quand même un bagage qu'il faut porter. Les Druzes sont un des piliers du plan de remodelage du Proche-Orient, voulu par Benyamin Netanyahou, qui ne s'en cache pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Benyamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, s'appuie sur une communauté qui compte 1 million de personnes ? Je vais en fait répondre à cette question. Finalement, Benyamin Netanyahou, il a ses intérêts. Il y a un conflit en fait dans la région. Il y avait un conflit avant entre 3 forces, l'Iran, la Turquie et Israël. L'Iran, il était éliminé. Donc aujourd'hui, on a la Turquie et Israël, et il y a un conflit régional. Donc la Syrie, elle fait en partie de ce théâtre, de ce conflit-là entre la Turquie et Israël. Par contre, mes collègues ils sont en train de parler de réforme de djihadistes et les djihadistes pragmatiques. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui est pragmatique parmi les dirigeants de la Syrie. Et en fait, je ne comprends pas la position de la communauté internationale. Ok, je sais qu'il faut contacter ce pouvoir-là, mais la réforme de djihadistes, on a mis les djihadistes dans la crèche, et d'ici à quelques années, ils ont le droit de massacrer quelques minorités. On va y revenir. Et après, ça y est, ils deviennent gentils et ils sont grandis, c'est bon. Ils ont le droit de gérer le pays. On va revenir sur donc, je n'ai pas compris qu'on pourrait réformer, en fait, ceux djihadistes qui sont en train de massacrer les gens. Alors, je vais reposer ma question, mais cette fois-ci à Dorothée Schmitt. Le plan de remodelage du Proche-Orient que veut Benyamin Netanyahou, comment est-ce qu'il veut se servir de la communauté druze pour appliquer ce plan de remodelage ? Ce que je trouve intéressant dans cette séquence-là d'intervention israélienne, pas seulement militaire, mais avec effectivement un discours politique assez ouvert, c'est que pendant très longtemps, les négociations sur l'avenir politique de la Syrie se passaient soit entre Bachar, soutenu par les Russes, les Turcs et les Iraniens, comme vient de le dire Omar. Maintenant, les Iraniens sont partis. Les Russes sont pratiquement dehors, même s'ils vont garder des intérêts en Syrie. Et les Israéliens entrent en scène pour dire qu'eux aussi veulent participer à la définition de l'avenir politique de la Syrie. Mais ce qu'ils proposent, c'est en fait un démembrement de la Syrie. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est de voir sortir aujourd'hui ouvertement dans le débat politique israélien effectivement, ces fantasmes de démembrement qui sont également appliqués au Liban. Aujourd'hui, de plus en plus de gens disent que finalement Tripoli pourrait être rattaché à la Syrie. Cette idée du changement de régime en Iran qui a été ouvertement donnée, c'est-à-dire l'idée finalement d'un démantèlement de tous les États qui sont considérés comme des menaces potentielles pour Israël. Et la question qui vraiment m'intéresse énormément aujourd'hui, c'est est-ce que Benyamin Netanyahou pense sincèrement que ceci est de nature à assurer la sécurité d'Israël à moyen terme ? Donc je ne réponds pas à votre question sur les djihadistes, je ne réponds pas forcément à la question sur à quoi vont servir les Druzes. Évidemment, il y a un sentiment communautaire qui est assez fort, mais il y a aussi des Druzes au Liban. Et jusqu'à présent, Walid Jumblat est allé voir Ahmed Shara en lui disant que finalement, lui, il considérait que ce qui était important, c'était l'intégration des Druzes dans les communautés nationales de ces différents pays. Ce n'était pas une perspective, même pas fédéraliste, ni une perspective de démembrement, qui était plutôt dans les tuyaux, y compris du côté libanais. Donc, est-ce que vraiment aujourd'hui, cette minorité druze syrienne, qui est extrêmement importante en tant que minorité, et c'est très important d'entendre aussi dire que tous ces moments sont existentiels. Mais les moments de chaos politique sont aussi des moments de renégociation pour toutes les minorités. C'est le seul moment où les revendications sur les droits peuvent sortir. Et en Syrie,
On l'a vu avec les Kurdes pendant la guerre civile. Les Kurdes syriens, on n'en avait jamais entendu parler. C'était le pays où il y avait le moins de Kurdes de tous les pays où il y avait des Kurdes, la Syrie. Et ils ont réussi à s'approprier toute une partie du territoire et aujourd'hui est dans une position de force incroyable vis-à-vis du gouvernement. Donc c'est aussi cette négociation d'un rapport de force politique interne à la Syrie qui se passe aujourd'hui. Alors justement, puisqu'on parle des diverses communautés qui peuplent la Syrie, on va parler des Bédouins. Je le disais, les combattants bédouins ont relancé une nouvelle offensive contre la communauté druze pour libérer certains de leurs frères d'armes qui auraient été faits prisonniers depuis dimanche. Des Bédouins qui, après le transfert de l'autorité de sécurité, de l'autorité de sécurité, oui, aux Druzes, ont décidé, pour la plupart, de partir. Ils se mettent sur la route de l'exode, puisqu'ils craignent des représailles. C'est un sujet signé David Gilbert. Démonter les tentes dans la précipitation, réunir ses affaires pour rejoindre une région plus sûre. Ces Bédouins de Syrie font le choix de quitter la région de Souaïda. Les combats débutés dimanche dernier dans la ville entre milices bédouines et druzes ont placé les civils dans une situation extrêmement précaire. Et l'intervention des troupes venues de Damas n'a rien arrangé. Nous avons été pris en étau entre les druzes et les forces gouvernementales et nous avons eu très peur. Les deux camps échangeaient des tirs et nous étions entre les deux. La décision prise jeudi matin par le président syrien sous la pression des bombardements israéliens de retirer ses troupes et de transférer le maintien de l'ordre de Souaïda aux Druzes a accéléré ce mouvement d'exode. La crainte de représailles est désormais dans les esprits. Nous avons peur des avions de guerre israéliens et des combattants druzes qui tuent des civils. À l'inverse de ces départs précipités, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest, de nombreux Druzes venus d'Israël et du Golan occupé entrent en Syrie. Face à l'afflux des membres de cette communauté pour venir en aide à leurs co-religionnaires de Souaïda, Benyamin Netanyahou leur avait demandé mercredi de ne pas passer la frontière. Mais après la fin des combats et le retrait des soldats syriens de la région, l'armée israélienne a assoupli les contrôles, permettant à des familles de se retrouver, parfois après de longues années de séparation. Nous rêvions de traverser la frontière et de visiter la maison de mon oncle décédé. Hier, certains d'entre nous ont enfin réussi à rejoindre sa femme, à la voir et à prendre de leurs nouvelles. Ils ont passé toute la journée ensemble. Ce rêve s'est réalisé hier. Nous sommes venus ici aujourd'hui dans l'espoir que la barrière ouvrira afin que nous puissions voir la femme de mon oncle, sa fille et son fils. Nous avons bon espoir. Des Druzes venus de Syrie ont également pu pénétrer dans la zone contrôlée par Israël, mais dans ce sens-là, le filtrage est beaucoup plus strict et certains ont dû rebrousser chemin. Alors, il nous reste assez peu de temps pour discuter de la coexistence des différentes communautés en Syrie. Je voudrais me tourner vers Myriam Benrahad, qui a écrit justement un livre intitulé « La loi du talion, le Moyen-Orient dans l'engrenage de la violence ». On peut en sortir de ce cycle des attaques, représailles, en Syrie notamment ? Là, je pense que vous avez montré un sujet très important parce que finalement, au cours des derniers jours, les Bédouins étaient diabolisés du fait de l'enlèvement de ce marchand druze à un barrage improvisé, des violences que ce même druze a subies. Et puis, on voit finalement que l'enchaînement des événements et que ces violences intercommunautaires culminent dans un ciblage collectif de tous les Bédouins qui eux-mêmes, il faut le préciser, dans ces régions du sud de la Syrie, constituent une toute petite minorité et qui donc aujourd'hui font l'objet des représailles collectives d'un certain nombre de communautés druzes qui les tiennent pour responsables. Donc oui, c'est un cycle infernal qui malheureusement s'est enclenché non seulement en Syrie, mais sur bien d'autres théâtres de conflits au Moyen-Orient, à commencer bien évidemment entre Israël et la bande de Gaza, mais enfin je pense aussi à l'Irak qui a connu dans le passé ces violences intercommunautaires qui n'ont d'ailleurs pas complètement disparu. On se demande qui aujourd'hui peut ramener la paix au Moyen-Orient. C'est la grande question, je pense, pour éviter la poursuite de ces violences qui par ailleurs ont quand même maintenant atteint des niveaux extrêmes dans un certain nombre de ces États du Moyen-Orient. On va demander justement son avis à Thomas Pierret. Qui pourrait ramener la paix, selon vous, au Moyen-Orient ? Qui a les clés ? Je ne pense pas que la paix puisse être imposée de l'extérieur. Ne serait-ce que, si vous prenez un pays comme la Syrie, je veux dire,
Prenez l'acteur, on va dire, qui intervient actuellement dans le sud de la Syrie, Israël. Israël est préoccupé par peut-être sa sécurité, par la survie de son gouvernement. Il n'est pas préoccupé par le bien-être des Syriens. Et il n'est pas préoccupé par la paix civile en Syrie. Il n'y a personne d'autre que les Syriens eux-mêmes qui peuvent tenter de reconstruire des formes de coexistence et de pacification. Et je pense que toutes les idées d'intervention extérieure pour rétablir le calme me semblent vouées à l'échec et en fait à envenimer la situation encore davantage. Dorothée Schmitt, votre avis sur cette question, la paix, la réconciliation, c'est un principe impossible ? Non, ce n'est pas un principe possible, mais il y a une urgence absolue en Syrie, c'est qu'après 13 ans de guerre civile, le pays est complètement dévasté, il y a un niveau de pauvreté qui est monstrueux, et on ne sait pas par quel bout entamer la reconstruction de la Syrie. Donc de ce point de vue-là, je crois que malgré tout, les interventions extérieures seront indispensables. On a besoin de l'argent de la communauté internationale, on a besoin de l'argent qui viendra en partie du Golfe. On aura besoin des entrepreneurs syriens qui se sont installés en Turquie, qui sont en train de revenir, parce que les Turcs les chassent, hein, soyons clairs, mais qui vont emmener avec eux des Turcs pour reconstruire la Syrie. Et tout ça, ça sera indispensable pour rétablir un socle pour un minimum de concorde sociale. Dernier mot à Omar al-Assad. En 30 secondes, est-ce que vous avez de l'espoir pour votre pays, pour la Syrie ? Quand je vois ce qui se passe sur le terrain, je me doute. Malheureusement, mais je me doute. Vous n'y croyez pas ? Je crois aux gens. Comme il a dit tout à l'heure Thomas Perry, oui, c'est les Syriens qui ont les clés de la paix. Mais on a besoin de négociations, on a besoin de dialogue national et de prendre nos questions sérieusement. Et ça, c'est très important, en fait, pour le peuple, pour l'unité nationale. Omar al-Assad, Dorothée Schmitt, en ligne depuis Aix-en-Provence, Thomas Pierret et depuis Marseille, Myriam Benrad. Merci infiniment d'avoir fait le débat sur cette situation toujours aussi explosive en Syrie. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.